Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier dédié à un tour d'horizon des enjeux actuels des assureurs vie dans leur réflexion sur les allocations stratégiques d'actifs. Donc l'objectif est de faire un tour d'horizon des enjeux qui peuvent être économiques, réglementaires ou liés à l'évolution du profil de risque, en particulier avec le risque climatique, et qui jouent dans le contexte actuel pour les acteurs assurance vie en épargne. Avant de commencer, je vous propose un petit tour de table pour qu'on puisse se présenter. Je vais commencer pour ma part. Donc, je suis Simon Thibault, senior manager au sein d'Adactis, et je suis plus particulièrement responsable de la partie modélisation en épargne retraite. Bonjour à tous, Elie Mériglode, je suis également senior manager au sein d'Adactis, et moi je m'occupe de l'équipe conseil sur le volet assurance de personnes. Bonjour à tous, moi c'est Shadia Benning, je travaille chez Groupama au groupe en tant que référente ALM et modélisation. Donc je travaille principalement sur des sujets d'études ALM et sur l'optimisation du modèle en épargne retraite. Donc pour commencer, on voulait revenir sur l'environnement économique qui a beaucoup changé, ça ne vous a pas échappé je pense, depuis début 2022. Donc tout d'abord, on constate une forte hausse de l'inflation qui a été quasi nulle sur les 10 dernières années, qui a monté à 5%, voire près de 6% sur 2022 et 2023. Et pour faire face à cette situation, donc la BCE a procédé très rapidement à des hausses de taux directeurs. On a enregistré près de 10 hausses de taux directeurs entre juillet 2022 et septembre 2023 pour contrer les effets de l'inflation et augmenter donc, les taux de marché. Le taux swap 10 ans, donc, qui est la référence de taux S2, était en territoire négatif donc jusque 2021 et a atteint dernièrement un niveau de 3,2%. Donc on a connu vraiment une hausse brutale des taux sur l'ensemble des références. Et on a également un effet de pente puisque la courbe de taux s'est inversée, c'est-à-dire qu'on a des taux sur les maturités courtes qui sont plus élevés que les taux sur les maturités longues. Donc c'est une chose à laquelle on n'était pas habitué dans le contexte précédent et qui vont avoir des effets à la fois dans les modèles, mais aussi sur le contexte économique pour l'assurance vie, comme on va le voir après. En parallèle de cet effet sur les taux, on constate aussi des tensions sur le marché de l'immobilier avec des baisses des indices immobiliers et également des tensions sur le crédit. On constate un écartement des spreads, en particulier sur le high yield, donc sur les maturités, sur les notations triple B. Et lié à ça, une hausse des taux de défaut qu'on commence à constater sur les entreprises françaises et effet qui devrait s'accentuer dans les prochains mois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les acteurs, les acteurs épargne en assurance vie? Ça change, tout d'abord, ça change vraiment la concurrence auquel doivent faire face les assureurs, puisque les portefeuilles des assureurs sont composés essentiellement d'obligations et ont une forte inertie donc, dans leur rendement d'actifs. Le rendement des actifs est fortement pénalisé par des titres obligataires achetés en période de taux bas et du coup un effet retard par rapport au taux de marché constaté à un instant T. De plus, pour faire face à une recherche de rendement dans la situation de taux bas, voire négatif qu'on a connue, les acteurs sont allés chercher des titres avec des notations plus dégradées pour aller chercher du rendement sur du crédit et ont dû prendre plus de risques sur des titres de diversification. Et du coup, aujourd'hui, les portefeuilles sont pénalisés aussi par ces effets-là.
Donc aujourd'hui, la concurrence a pas mal évolué pour les assureurs, comme je vous l'ai expliqué. Donc les produits d'assurance vie sont toujours concurrencés entre eux, mais sont aussi aujourd'hui concurrencés par des produits bancaires. En particulier, il y a deux types de produits bancaires qu'on peut énumérer. Le premier, c'est les livrets réglementés, donc le livret A et le LDDS, qui aujourd'hui offrent un rendement de 3%. Donc ça, c'est un produit fortement concurrentiel puisque c'est un produit liquide et défiscalisé, donc qui concurrence directement l'assurance vie. Le seul atout de l'assurance vie face à ces livrets réglementés reste l'existence d'un plafond sur ces livrets, un plafond qui est autour de 20 000 euros pour le livret A et de 12 000 euros, je crois, pour le LDDS. En complément de ces produits, les produits bancaires proposent aussi également des livrets non réglementés, qui sont également des produits liquides, mais fiscalisés, et des comptes à terme, donc là avec des rendements plus importants que ces livrets non réglementés, mais qui sera une épargne bloquée puisque les intérêts sont payés à terme, à échéance de ce produit, l'échéance pouvant être de 1 an à 5 ans généralement sur ce type de produit. Donc aujourd'hui, ce sont des produits qui offrent des rendements plus importants généralement que les taux servis actuellement par les assureurs. On voit des comptes à terme qui offrent des rendements de 4,5% actuellement. Et qui concurrence donc directement l'assurance vie. On voit que la collecte nette sur ces produits bancaires augmente très fortement sur 2023. On a 90 milliards de collectes sur les livrets réglementés en 2023 depuis janvier sur les livrets A et LDDS. En complément de ces enjeux sur le contexte financier et économique, il y a aussi également pas mal de nouveautés sur les enjeux environnementaux. C'est des nouvelles contraintes dont les assureurs doivent tenir compte pour déterminer leur allocation d'actifs. Donc avec des mesures, des nouveaux indicateurs de suivi sur les portefeuilles d'investissement, tels l'empreinte carbone ou la température du portefeuille, et des contraintes plus fortes d'exclusion ou de sortie de certains secteurs d'activité. Pour les acteurs de plus grande taille, il y a également un nouvel enjeu de taille, qui est l'entrée en vigueur d'IFRS 17, qui nécessite de revoir complètement les indicateurs traditionnels de pilotage et qui vont créer potentiellement plus de volatilité sur le résultat lié aux investissements. Pour faire face à cette situation, les assureurs ont quand même des leviers à disposition, des atouts, en particulier deux leviers qu'on cite ici. Donc, le premier, c'est la provision pour participation aux excédents, qui a été beaucoup dotée généralement pendant cette période de taux bas et qui s'élève en moyenne à 5% des provisions mathématiques des fonds euros sur un panel du marché. Et le deuxième levier disponible, c'est la réserve de capitalisation, qui, elle, est évaluée à peu près à 1,5% des encours et qui va permettre de pouvoir absorber des moins-values obligataires et pouvoir racheter de nouveaux titres à rendement plus important. Shadia, je te laisse la parole pour nous parler plus en détail du contexte chez Groupama. Merci Simon. Donc nous, chez Groupama, comment est-ce qu'on a vécu cette remontée des taux sur l'assurance vie ? Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on a vu les taux augmenter de façon continue sur toute l'année 2022, sans vraiment savoir comment allait se positionner le marché finalement à fin 2022 et quel taux allait servir et nos concurrents en assurance et les autres produits qui existaient. Donc on était quand même dans une phase un peu d'incertitude. Au final, comme l'a dit Simon, le taux moyen qui a été servi en 2022 sur les produits d'assurance vie, c'est 1,91. Donc si on compare à 2021, qui était autour de 1,30, enfin 1,28, on voit qu'on a une belle hausse, mais pour autant, l'assurance vie n'a pas la même réactivité que les marchés. Et donc, du coup, on est quand même encore bien en dessous des niveaux taux qu'on peut constater aujourd'hui. Dans ce qu'on a pu voir parmi les acteurs qu'on a suivis, c'est qu'il y a quand même une hétérogénéité sur ce qui s'est passé fin 2022, avec certains acteurs qui ont
ont dépassé assez largement la barre des 2% et d'autres qui sont restés plus prudents pour cette année. Et donc là, en 2023, ça sera intéressant aussi de suivre ce qui se passe sur le marché, quelles sont les stratégies que vont adopter l'ensemble du marché. Et on sait pertinemment qu'après quasiment 2 ans de hausse des taux, les assurés ont des attentes plus élevées, notamment quand on a un livret A, comme le disait Simon, qui rémunère à 3% en face. Donc tout l'enjeu pour Groupama et pour tous les autres acteurs de l'assurance vie, finalement, c'est de réussir à rester compétitif. Donc on sait que l'assurance vie a des avantages par rapport au livret A qui persistent même malgré le contexte, mais on sait aussi qu'il faut qu'on arrive à rester compétitif et qu'on a aujourd'hui sur le marché des richesses, notamment de la PPE et de la réserve de capitalisation, qui doivent nous aider à rebooster le rendement pour qu'on puisse servir à nous assurer des niveaux de taux servis qui sont satisfaisants par rapport à leurs attentes. Donc on détaillera un peu plus dans la présentation les effets que ça peut avoir d'utiliser la PPE ou la réserve de capitalisation pour booster le rendement. Et après, il y a aussi le sujet de la location d'actifs et finalement comment faire pour avoir un meilleur rendement tout en ayant en tête les indicateurs de solvabilité et également IFRS 17 qui ajoute aussi des contraintes et qui est un indicateur important à regarder pour qu'on puisse satisfaire les assurés et continuer à proposer des produits compétitifs. Donc justement, là, dans cette partie-là, on va vous parler un peu de l'enrichissement du cadre de pilotage pour définir et construire une allocation d'actifs optimale au regard du contexte qui vient d'être présenté. Donc, dans un premier temps, ce cadre il va être enrichi compte tenu des enjeux environnementaux et des enjeux normatifs, à la fois au niveau de la maille d'analyse qu'il va falloir enrichir, des indicateurs qu'il va falloir prendre en compte, et on voit qu'il y en a un certain nombre, donc il va falloir aussi être en mesure de les rationaliser. Et puis des contraintes et des cibles qu'on va se fixer. Donc si on regarde plus spécifiquement les enjeux environnementaux, il y a des mailles qu'on n'a pas l'habitude aujourd'hui d'intégrer forcément dans les modèles ALM en épargne, qu'il va falloir prendre en compte, donc notamment le secteur d'activité des émetteurs, les informations relatives à la trajectoire de décarbonation de l'actif, et puis toutes les problématiques d'agrément et de label, puisqu'il y a aujourd'hui des cibles qui sont fixées sur ces bases-là. Et donc, c'est des choses qu'il faut intégrer dans la définition et la construction de l'allocation cible. En termes d'indicateurs, là aussi, il y a plusieurs indicateurs qu'on va pouvoir vouloir suivre, notamment puisqu'il y en a un certain nombre qui sont là aussi des cibles identifiées dans les plans stratégiques et surtout communiquées au public. Donc, il faut être en mesure de les atteindre, et donc il faut les intégrer dans la réflexion. Donc il y a notamment le score ESG ou l'empreinte carbone qui sont souvent mises en avant, la température du portefeuille qui va plutôt être utilisée comme un garde-fou finalement pour s'assurer que l'allocation qui est définie elle est bien cohérente avec ou bien alignée sur les accords de Paris. Et puis après des enjeux autour de la biodiversité, qui est un sujet beaucoup moins mature aujourd'hui, mais sur lequel on voit poindre déjà quelques indicateurs. Et puis, avec son entrée en vigueur toute récente, la taxonomie européenne aussi, puisque là encore, il y aura des ratios d'alignement à la taxonomie qui vont être communiqués. Donc, c'est important de prendre en compte cette information-là quand on définit son allocation d'actifs et qu'on sélectionne les placements. Et enfin, ça va enrichir aussi évidemment les politiques d'investissement. Donc, sur le plan des exclusions qu'il va falloir intégrer. Et puis aussi, de la même manière qu'on encadre par exemple le risque de crédit, on va là pouvoir encadrer l'exposition aux risques environnementaux en s'appuyant sur des scores ESG ou l'empreinte carbone minimum par exemple. On l'a dit, le second aspect, c'est un enjeu plutôt normatif, mais avec des impacts importants sur le pilotage et sur la volatilité que ça induit sur le résultat. Et donc là aussi, il y a une maille qu'on avait partiellement dans les modèles, mais qui aujourd'hui va impacter aussi les règles de gestion, qui sont les classifications comptables des actifs, donc coût amorti ou juste valeur, avec des impacts différents au passif. Et donc là aussi, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte désormais quand on construit et qu'on définit une allocation d'actifs. On avait plutôt l'habitude de regarder ce qui se passait sur le résultat IFRS 4 avant, voire French. Là, il va vraiment falloir intégrer les effets sur la CSM. Et donc, il y a là aussi un certain nombre d'indicateurs à prendre en compte. Les richesses latentes évidemment, mais aussi tout le panel finalement d'indicateurs qu'on a l'habitude de suivre désormais dans le cadre IFRS 17.
avec des enjeux du coup qui vont être de, comme on le faisait un petit peu sur le ratio de solvabilité, finalement de limiter la volatilité et puis de positionner des limites qui vont pouvoir encadrer ces objectifs-là. Au-delà de ces aspects-là, donc il y a le profil de risque aussi qui évolue avec des nouveaux risques qui apparaissent dans l'environnement actuel. On en a parlé, hein, la concurrence aujourd'hui, elle est largement accrue. On voit encore très récemment des fonds euros qui se créent avec des promesses de rendement d'au moins 4%. Donc il y a une évolution, je dirais, du contexte concurrentiel à la fois sur des placements différents, mais aussi sur des placements tout à fait similaires. Et donc, ce risque de rachat massif, aujourd'hui, il est assez présent, hein. Il y a quelques signaux qui apparaissent avec des niveaux de collecte nette négatifs pour certains acteurs depuis le début de l'année. Et donc, qui va générer un besoin de liquidité, qui va impacter aussi le pilotage du rendement du fonds euro, puisque notamment, on va chercher, comme le disait Shadia, à trouver le bon niveau de rémunération pour limiter ce risque-là. Et puis qui a des impacts directs aussi sur la solvabilité, puisque le SCR rachat massif s'est largement matérialisé ces derniers mois pour l'ensemble des acteurs. On a aussi identifié dans les risques liés à ce contexte-là, le risque d'image, qui est plutôt lié à un enjeu de transparence, puisque aujourd'hui, comme je le disais juste avant, les acteurs communiquent sur leurs investissements et notamment sur l'impact de leurs investissements. Et on voit aujourd'hui commencer à apparaître un certain nombre d'articles ou dans la presse des éléments qui mettent en avant les actions de certains acteurs pour la transition notamment. Et donc ce risque-là, effectivement, il va notamment renforcer le risque de liquidité puisque certains assurés vont pouvoir avoir envie d'orienter leur flux plutôt vers des assureurs qui sont acteurs de la transition que vers des assureurs qui le sont moins. On l'a aussi évoqué, le risque de crédit devient un peu plus prégnant. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, et on le capte dans les modèles ALM pour les assureurs qui ont intégré le crédit dans leur modèle, l'impact sur la solvabilité il est plutôt marginal dans les modèles. Néanmoins, Simon disait en introduction, hein, on constate tout de même un certain nombre de défauts aujourd'hui, ou un niveau de défaut qui est supérieur à ce qu'on avait l'habitude de voir. Et on s'attend à des difficultés de financement, notamment puisqu'il y a à la fin des mesures de soutien, mais aussi parce qu'il va falloir renouveler ces financements finalement sur des niveaux de marché qui ne sont plus du tout ceux dans lesquels ils avaient été mis en place. Donc là aussi, il y a un risque important lié à l'écartement des spreads au niveau des richesses latentes, qui fait le lien du coup avec le risque de liquidité, puisque si le portefeuille est en moins-value latente, on aura du mal à financer les sorties, ou en tout cas pas sans impact résultat. Et puis il y a une hausse du risque de dégradation aussi, qui va jouer à la fois sur la charge en capital, et puis si ça conduit à des défauts ou des défauts partiels, évidemment sur la métrique résultat. En dernier lieu, le risque qu'on a identifié dans ce slide, c'est le risque de transition, qui finalement pourrait là aussi se matérialiser au gré des évolutions réglementaires qui vont venir augmenter finalement le prix ou l'impact pour les entreprises significativement émettrices en carbone dans un premier temps, puis par ailleurs sur le coût de l'immobilier, hein, il y a aussi une loi spécifique sur l'immobilier qui va imposer des coûts de rénovation pour continuer à exploiter finalement les bâtiments. Et donc là, il y a aussi un sujet de verdissement des portefeuilles et l'identification finalement ne serait-ce que de ce risque-là, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans les modèles. Si tu veux nous dire un petit peu comment ça se passe chez Groupama. Oui, alors je peux revenir peut-être sur le risque de rachat massif. Donc effectivement, c'est un risque qui est forcément identifié quand on a des niveaux de taux très élevés et un taux de rémunération sur l'assurance vie qui ne suit pas forcément. Maintenant, alors chez Groupama, je ne sais pas si on peut parler de rachat massif. En tout cas, les rachats peuvent être assez limités et il est aussi important qu'on comprenne bien le profil de nos assurés, puisqu'on va avoir des assurés qui vont parfois être peut-être un peu moins sensibles à ce qui se passe dans l'environnement économique, qui vont moins avoir un comportement dynamique en fonction de ce qui leur sera crédité. Néanmoins, il y a quand même un vrai enjeu parce que ce qui compte aussi, c'est la collecte. Et comme le disait Elie, sur le marché de l'assurance vie aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont plutôt en collecte négative. Et tout l'enjeu ici, c'est de réussir à
du coup, à avoir un rendement meilleur tout en ayant des flux de collecte qui sont très souvent soit faibles, soit négatifs, tout en sachant que c'est en reboostant ce rendement qu'on va réussir aussi à attirer de nouveau les assurés à investir sur de l'assurance vie. Donc tout ça est très lié. Le risque de rachat massif, au-delà de la façon dont on va le surveiller dans la vraie vie, il est aussi important puisque c'est un risque qu'on doit mesurer dans Solvabilité 2. Donc là, avec les taux qui sont très élevés et les moins-values obligataires des assureurs qui se sont bien creusés, on est beaucoup plus exposé à ce risque-là aujourd'hui. Maintenant, l'enjeu de solvabilité, il faut aussi le voir avec tout ce qui s'est passé par ailleurs avec la hausse des taux sur l'assurance vie, notamment avec des taux beaucoup plus élevés aujourd'hui. On a quand même réussi à avoir une solvabilité plus confortable du fait d'avoir des coûts d'options qui sont diminués parce que maintenant, avec des taux aussi élevés projetés dans les modèles, on finance assez confortablement nos TMG. Donc finalement, l'indicateur de solvabilité, il est important. Il n'est pas forcément limitant dans les décisions qu'on va prendre, du fait aussi de pouvoir bénéficier de la hausse des taux dans Solvabilité 2 et d'avoir un ratio qui s'améliore aussi de cette hausse des taux. Alors, ça fait beaucoup de contraintes et beaucoup de choses à intégrer. Néanmoins, comme Simon l'a dit en introduction, le tableau n'est pas non plus tout noir, puisque dans la période de taux bas continu, les assureurs ont pu constituer quand même un certain nombre de richesses qui vont pouvoir être utilisées. C'est ce qu'on vous proposait de regarder là, hein, donc notamment la PPE et la réserve de capitalisation qui vont pouvoir, justement, comme le disait Shadia, être un booster pour avoir un impact positif sur le taux servi et surtout après un impact, je dirais, domino sur la collecte, ce qui va permettre de reluer aussi les taux servis. Donc de reluer le rendement de l'actif. Donc si on regarde dans un premier temps la réserve de capitalisation, donc on peut aujourd'hui la voir vraiment comme un réservoir finalement de moins-value, réservoir qu'on va pouvoir consommer pour finalement vendre de manière anticipée des obligations et obtenir de la liquidité pour se repositionner sur des obligations avec un rendement meilleur ou des placements avec un rendement meilleur, sans ou en limitant fortement l'impact sur le résultat. Les impacts positifs de ces opérations-là, hein, c'est d'abord de piloter, ça permet de piloter le turnover obligataire, de piloter la duration de son actif. Ça diminue aussi le coût des options, puisque finalement on va venir abaisser le niveau, réaugmenter le niveau de richesse latente, et donc améliorer à la fois la capacité à générer du résultat, mais aussi la capacité à absorber les chocs à l'actif. Et puis enfin, on va baisser le coût en capital lié au risque de rachat massif, puisque c'est les moins-values latentes notamment qui coûtent très très cher dans le cadre de ce choc-là. Donc c'est un enjeu que vous avez regardé un petit peu côté Groupama, Shadia. Oui, donc du coup, forcément, c'est des questions qui se posent, puisque comme tu dis, on a cette réserve de capitalisation qui peut aider à investir à des taux plus élevés. Maintenant, il y a quand même plusieurs indicateurs à regarder. Donc, il y a la solvabilité, mais comme je vous disais, c'est pas forcément ce qui va être limitant avec les niveaux de solvabilité qu'on peut avoir aujourd'hui grâce à cette hausse des taux. Il y a surtout, il y a aussi et surtout un enjeu sur IFRS 17, puisque si on consomme un peu trop cette réserve de capitalisation, l'impact sur le résultat sera matériel, et donc on doit faire un choix sur est-ce que oui ou non on veut baisser le résultat IFRS 17 au profit de réalisation de moins-value latente finalement. Au final, c'est des questions qui sont assez complexes, mais sur lesquelles il faut qu'on arrive à prendre une décision assez rapidement pour pouvoir réussir à commencer à réinvestir à des taux plus hauts, puisqu'on le sait, l'impact sur le rendement des assureurs, il ne sera pas immédiat, donc ça prendra aussi un peu de temps afin de voir les effets positifs sur ce rendement. Et en termes de solvabilité aussi et de modèle, ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, si on utilise de l'ARC pour investir à des taux plus hauts, ça aura aussi un effet positif sur les projections, puisque du coup, on va pouvoir augmenter le taux de rendement qui sera projeté dans les modèles et donc pouvoir servir plus confortablement encore les TMG et des taux plus élevés pour aussi limiter les rachats dynamiques dans les projections.
Donc un autre levier qui existe, on l'a cité, hein, c'est la PPE, la provision pour participation aux excédents, ou PPB, provision par participation aux bénéfices, qui a été pas mal dotée donc, pendant cette période de taux bas, et qui peut être utilisée donc, bien entendu pour booster le taux servi aux assurés. Cependant, il faut avoir en tête que depuis l'arrêté de 2019, la PPE devient un élément de fonds propres S2 significatif pour les assureurs. Donc les assureurs se retrouvent face à un arbitrage entre remonter les taux servis, mais avec un effet néfaste sur la solvabilité, ou maintenir la PPE en stock pour pouvoir garder cet élément de fonds propres. On a fait ici un exemple très simplifié, mais illustratif de deux situations, enfin d'une même situation, mais avec deux choix différents. Donc on part avec un niveau de PPE de 70 millions, par exemple, pour un niveau de PM de 2 milliards. Et on prend deux hypothèses. La première, c'est qu'on ne touche pas à la PPE, on sert un taux servi de 1,5%, donc on considère que c'est à peu près le niveau de produits financiers dont on dispose. Et donc on a un ratio de solvabilité qui profite du montant de PPE qu'on a en stock et qu'on reconnaît en fonds propres, donc à 170%. Et une deuxième situation où là on va se servir de notre PPE partiellement, on reprend 30 millions, pour aller chercher 1,5% de rendement supplémentaire et pouvoir concurrencer un taux livret A. Mais on voit du coup que ça a un effet direct important sur la solvabilité, puisqu'on passe d'un ratio de solvabilité qui était à 170% initialement à 155%. Cependant, on peut, c'est comme l'expliquait Shadia tout à l'heure, on peut espérer que cette hausse du taux servi, elle portera ses fruits sur le moyen terme, puisque ça va aussi attirer de la collecte nouvelle et donc permettre d'avoir des flux positifs pour aller réinvestir demain dans des obligations à taux plus élevés. Et donc c'est ce qu'on a voulu illustrer ici avec le passage sur N+1, qui permet d'aller augmenter les encours futurs et donc d'investir dans des obligations au taux de marché actuel, donc au rendement élevé par rapport au stock. Donc, quelles sont les réflexions aujourd'hui sur les allocations d'actifs? Donc, comme on l'a déjà dit, pendant la situation de taux bas, les assureurs ont eu tendance à abaisser assez fortement les poches taux des allocations d'actifs et à aller chercher du rendement donc via de la diversification, donc des actifs risqués, ou bien sur de l'obligataire, mais en allant chercher des obligations moins bien notées, donc un risque de crédit plus important. Aujourd'hui, on constate que les investissements obligataires permettent d'augmenter le rendement du stock. Donc on voit que les poches taux ont tendance à augmenter dans les allocations. Par contre, on va avoir un choix à faire sur la maturité de réinvestissement, lié au fait qu'on a une inversion de la courbe de taux. Donc on peut être tenté d'aller chercher des maturités assez courtes pour aller chercher un meilleur rendement et une meilleure capacité de liquidité qui est dans un contexte de risque potentiel de rachat peut être important. Mais en même temps, ça ne permet pas de sécuriser le rendement sur du long terme. Donc aller chercher des maturités longues peut être intéressant pour sécuriser et reluer le rendement d'actifs à moyen long terme, et se sécuriser aussi contre une éventuelle nouvelle baisse des taux. Donc l'assureur doit choisir où placer le curseur entre les avantages et les inconvénients de ces deux choix. Mais en tout cas, les poches taux permettent aujourd'hui d'aller rechercher du rendement, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 ans. Par ailleurs, cette situation, elle offre aussi de nouvelles opportunités de couverture, de stratégie de couverture.
Premièrement, pour des acteurs qui auraient encore des stocks importants de taux minimum garanti dans leur passif, il va être possible d'adosser, finalement, maintenant qu'on a la capacité d'acheter des obligations à taux fixe avec un rendement sécurisé en face de ces passifs, on peut avoir une stratégie de couverture via un adossement actif-passif qui permet de s'assurer qu'on a un rendement fixe qui couvre à minima le coût financier de ces taux garantis. Donc ça se fait uniquement via la gestion du bilan, via l'adossement de ces nouveaux investissements en face de ces passifs. Et ça, c'est des réflexions qu'on peut voir aujourd'hui chez certains acteurs. Le deuxième élément de couverture qui est beaucoup étudié actuellement, c'est par rapport au risque de rachat massif, avec la mise en place de traités de réassurance couvrant ce risque, qui est assez efficace d'un point de vue optimisation de capital, hein, puisque aujourd'hui le SCR de rachat massif est devenu généralement le plus gros SCR des acteurs épargne. Et on a une efficacité assez importante de ces traités, puisqu'ils permettent de diviser généralement par 2 le SCR de rachat massif, et du coup d'avoir un gain conséquent sur le ratio de Solva. D'autres réflexions de couverture peuvent porter sur l'inflation, plus dans l'optique, le risque inflation est finalement assez faible pour les assureurs vie, parce qu'il va concerner principalement l'inflation des frais futurs. Mais on peut aussi avoir une réflexion en se disant qu'on va chercher à avoir un taux servi qui soit compétitif vis-à-vis de l'inflation pour pouvoir garantir à nos assurés un taux réel qui soit à minima positif, voire plus. Et donc, dans le cadre de ces réflexions, aller chercher des produits qui soient indexés sur l'inflation, donc soit des obligations indexées à l'inflation, même si le marché n'est pas très liquide actuellement, ou des dérivés sur l'inflation, peut être intéressant pour garantir un taux servi, pour avoir une composante indexée sur l'inflation dans son taux de rendement de l'actif, et avoir un taux servi qui puisse concurrencer l'inflation. Enfin, la couverture financière qui est peut-être la plus étudiée actuellement, c'est celle contre les baisses de taux, puisque donc on est dans une situation de taux haut, mais on n'est pas à l'abri que demain les taux reviennent sur des taux bas comme on a pu le connaître auparavant. Et finalement, cette situation, elle permet de se couvrir à faible coût contre une éventuelle nouvelle baisse des taux. Typiquement, on peut venir acheter des floors avec un niveau d'activation à 1% qui sont relativement bon marché actuellement sur les marchés financiers, et qui permettent de sécuriser un rendement complémentaire en cas de nouvelle baisse des taux vers la zone des 0%. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Oui, alors peut-être encore une fois sur le risque de rachat massif. Donc Simon parlait des traités de réassurance. Donc on comprend que c'est une pratique qui commence à être mise en place sur le marché. Il y a aussi des réflexions à mener sur les modèles, puisque on le sait, les modèles qu'on utilise aujourd'hui, ils ont été beaucoup optimisés et développés dans un contexte d'environnement de taux bas. Et finalement, cet environnement de taux haut n'était pas forcément bien appréhendé et bien modélisé. Donc, il y a aussi des chantiers qui sont à mener, qui ont été menés d'ailleurs chez Groupama pour réussir à retranscrire de façon plus réaliste dans les modèles ce qui se passerait dans un cas de rachat massif, dans une situation où globalement les obligations sont en moins-value, et quelles seraient les ventes effectivement réalisées, de telle sorte à limiter ce SR et à réussir à projeter des rendements beaucoup plus réalistes par rapport à ce qui était fait par ailleurs. Donc, pour conclure la présentation et pas trop manger le temps pour les questions, on voulait aborder rapidement justement le sujet des outils et les évolutions méthodologiques.
D'un point de vue méthodologique, il y a un vrai changement sur la dimension gestion de l'actif et pilotage de l'allocation, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, il y a des engagements de trajectoire qui sont pris sur le long terme. Et donc, il est nécessaire d'intégrer cette dimension-là et de mesurer les impacts de son allocation à long terme. Ça pose plusieurs questions, hein. Ça pose la question de comment je construis ces scénarios sur le long terme, quel facteur de risque j'intègre, quelle est la granularité que je dois intégrer, hein, puisque historiquement, on a plutôt l'habitude de jouer avec la nature des actifs. Là, il faudrait notamment, par exemple, intégrer le secteur pour capter la sensibilité au risque de transition notamment. De nouvelles règles de gestion aussi pour prendre en compte l'évolution des politiques d'investissement. Et puis enfin, des indicateurs à produire sur un horizon qui est un horizon qu'on n'a pas l'habitude d'exploiter. Donc des indicateurs à produire sur un nombre de points important. Ces objectifs-là, en général, hein, ce qu'on constate, c'est qu'il y a aussi des jalons intermédiaires. En général, c'est plutôt autour de 2030. Et que en fait, finalement, même ce jalon-là, aujourd'hui, il est au-delà de l'horizon de l'ORSA. Donc un des enjeux, ou des plans stratégiques. Et donc un des enjeux, c'est vraiment de réconcilier ces trajectoires long terme et ce qu'on y apprend avec les enjeux de l'ORSA et des trajectoires de business plan qui, elles, sont finalement les premières étapes qui sont assez cruciales, hein, dans la déclinaison de ces stratégies. Donc du coup, il va falloir intégrer finalement dans les premières années des projections ORSA ce qu'on va projeter sur le long terme dans les trajectoires de décarbonation. Justement, sur la partie projection des actifs, hein, l'enjeu, c'est qu'au-delà des indicateurs solvabilité 2 et de la couverture du SCR, hein, il va falloir projeter une performance d'indicateurs et des règles d'investissement qui vont être différenciées, notamment par secteur, être en capacité d'appliquer des chocs spécifiques. Hein. Dans S2, on a des chocs assez standards et finalement assez macro. Et puis avoir des règles de gestion qui s'adaptent. Et enfin, alimenter des états de reporting qui commencent à exister, mais qui vont se faire de plus en plus fréquents et de plus en plus détaillés. Et enfin, le deuxième aspect assez important en termes d'outils et de méthodologie, hein, c'est vraiment les scénarios économiques avec deux volets. Les scénarios narratifs, donc qui sont finalement les scénarios déterministes sous-jacents à la projection de ces trajectoires-là, qui vont devoir décliner et capter la réalisation de risques nouveaux qu'on n'a pas l'habitude de modéliser, hein, même si maintenant on commence à voir les premiers contours au travers des exercices menés par la CPR notamment. Et puis sur la valorisation aussi, sur les scénarios stochastiques, cette fois-ci, on va aussi avoir envie de différencier certaines expositions, puisqu'on aura des sensibilités différentes, donc potentiellement des niveaux de volatilité ou des comportements différents. Et puis un travail à faire aussi sur les structures de corrélation de ces différents indices. Donc pour conclure, hein, on est dans un contexte qui est assez compliqué, assez complexe, relativement défavorable, mais qui a plutôt été bien anticipé, hein, par les assureurs, qu'on puisse constituer un certain nombre de réserves. Ce scénario de hausse des taux brutales, c'est un scénario qu'on voyait dans tous les ORSA tous les ans, qui était assez craint, et qui finalement, en se réalisant à ce stade, pour l'instant, les impacts sont relativement maîtrisés. On verra comment ça vieillit dans le temps si le contexte perdure. Et puis donc il y a ces réserves qui offrent vraiment un panel de pilotage et qui permettent de déployer des stratégies pour s'adapter et faire face aux nouveaux enjeux, à la fois de nouveaux indicateurs liés aux nouvelles réglementations et aussi les enjeux méthodologiques et d'outils que l'on a évoqués dans cette dernière partie. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, on est à votre disposition. Je vais poser une question simple. Vous dites que vous avez des réserves qui vont vous permettre de faire face au moment de l'augmentation des taux. Combien d'années vous permettraient de tenir ces réserves ? C'était en introduction, je crois, où on donnait une estimation de l'ordre de grandeur de ces réserves. Donc la PPE, on parle, alors c'est des moyennes marché sur un panel des principaux acteurs français. Hein. La PPE, on parle d'à peu près 5% des encours, sachant que l'assiette ici, c'est bien l'APM des fonds euros.
Donc on est capable, si on l'utilise d'un coup, d'aller servir un taux servi de 5%. Donc en complément des rendements d'actifs qu'on a aujourd'hui, on peut estimer que ça permet d'aller servir des niveaux concurrentiels par rapport au taux de marché et aux produits bancaires pendant à minima 3-4 ans si on l'écoule sur cette période. Et après, la réserve de capi, c'est un peu plus faible, c'est 1,5% de ces encours. Bonjour, j'avais deux questions. La première concerne la réserve de capitalisation, notamment, alors c'est surtout pour vous qui travaillez chez Groupama, parce que vous avez dit que globalement la réserve de capitalisation c'était plutôt un buffer qui avait un impact positif sur la solvabilité. Et moi je travaille chez Swiss Life, on l'a vu aussi, et on pense que c'est plutôt une bonne idée, mais on avait quand même dans l'étude, vous avez mentionné IFRS 17, je pense qu'il faut aussi réfléchir à l'aspect économique et se dire que réaliser de la réserve de capitalisation, c'est une aberration parce que c'est transférer une richesse qui appartient à l'assureur et la partager avec un assuré. Donc finalement, cet aspect économique, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et je voulais savoir comment chez Groupama vous avez utilisé et pris en compte cet aspect-là. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, elle était plutôt sur l'adaptation de la location cible. Alors, c'est plutôt une remarque où je me dis que vous avez fait une présentation dans laquelle vous avez constaté, et c'est vrai, que la collecte nette en euros était faible, voire négative. Et vous invitez finalement les spectateurs à investir sur des obligations. Mais du coup, on se demande mais avec quel argent ? Et du coup, est-ce que vous avez réfléchi finalement à un changement d'allocation, c'est-à-dire une vente ? Et quel type de vente vous privilégierez dans ce changement-là ? Voilà, merci. Alors, du coup, sur le sujet de la réserve de capitalisation, donc effectivement, comme vous le disiez, l'enjeu sur la solvabilité, il est peut-être pas forcément très important. Il faut quand même le regarder, mais c'est pas ce qui va déterminer la prise de décision ou non. Sur l'indicateur IFRS 17, c'est quand même important qu'on l'ait en tête parce que du coup, ça influe quand même sur la communication et ça, c'est un impact qui est important. Maintenant, en réalité, on n'a pas non plus beaucoup d'autres options. L'utiliser, je pense que c'est quelque chose sur lequel c'est nécessaire d'aller. Maintenant, c'est important de mesurer l'impact sur ces indicateurs-là pour les avoir en tête sans forcément que ce soit des choses qui nous bloquent dans la réalité, puisque la priorité, ça reste quand même au final de maintenir une compétitivité sur les marchés et ça rejoint un peu aussi votre deuxième question. Finalement, si on veut le faire avec quel argent, étant donné qu'on n'a pas forcément de collecte, c'est aussi avec le stock qu'il faut réfléchir. Et donc oui, quand on parle de changement d'allocation, c'est regarder l'allocation qu'on a aujourd'hui et donc sur les obligations en envisageant d'utiliser la réserve de capitalisation et sur tous les autres titres en effectuant des ventes et en essayant de mieux se repositionner aussi sur le marché. Après, il y a quand même un enjeu de liquidité parce qu'on ne va pas non plus... il faut faire attention parce qu'on constate qu'il y a des périmètres sur lesquels les rachats augmentent un peu plus que d'autres. C'est important de s'assurer qu'on reste quand même suffisamment liquide si on devait constater une vague de rachats plus importante dans les années à venir. L'année qu'on a vécue de hausse des taux, c'est seulement une année. On n'a pas encore un recul suffisamment important pour vraiment se rendre compte de finalement quels seront nos niveaux de rachat et comment s'en protéger. Donc là-dessus aussi, en tout cas chez Groupama, on reste quand même prudent en utilisant les leviers qui sont à notre disposition, mais comme vous l'avez dit, finalement, on n'en a pas. Il y en a plusieurs, mais il y a certains qui paraissent plus évidents que d'autres. Alors peut-être juste pour réagir sur le côté partage de la richesse et de cette réserve de capitalisation qui effectivement appartient à l'assureur. Pour nous, l'enjeu, c'est pas forcément de la liquider pour la liquider et pour afficher un taux de rendement intéressant. C'est plus, et c'était en fait finalement le sens de cet exemple, alors en l'occurrence qui portait sur le pilotage de la PPE, mais de se dire que l'intérêt de booster le taux et de trouver le bon positionnement, c'est justement de soutenir la collecte, c'est justement de conserver une inertie dans son portefeuille
pour avoir ensuite du braquet, pour faire tourner le portefeuille, pour avoir de la liquidité et pour pas se retrouver finalement dans la situation qu'on voit en haut, là-haut, où on aurait au final décollecté et beaucoup de PPE finalement, mais dans un moment où il serait un peu tard pour l'exploiter. Donc c'est pas tant l'utiliser pour l'utiliser, c'est plus finalement presque une notion de transfert de marge en se disant je vais protéger, préserver ma VIF en consommant cette ERC et en boostant le rendement de mon actif. Je vais en même temps me protéger de certains risques comme le risque de rachat plutôt que simplement la redistribuer purement et simplement aux assurés. Et sur le deuxième point, effectivement, bah c'est très très lié finalement, puisque si on fait pas si on travaille pas ces sujets-là, on va se retrouver dans un cas de décollecte et le seul moyen de faire tourner le portefeuille, ça va être de vendre, et ça va être de vendre des titres qu'on n'a pas envie de vendre, soit parce qu'ils sont en moins-value significative, soit parce que sur le diversifié, il faut garder aussi un équilibre dans son portefeuille, donc on ne va pas non plus liquider intégralement la poche diversifiée. Donc là, c'est un problème aussi global compte tenu de la capacité à liquider certains investissements, des obligations qui arrivent proches de l'échéance, qui vont du coup avoir des niveaux de moins-value qui vont être un peu moins importants. Et puis aussi une sélection, et c'est là où rentre aussi pour moi la notion d'enjeu de transition, justement de sélectionner et de choisir les investissements aussi au regard de ces enjeux-là, pour objectiver le fait de se dire je vais sortir plutôt telle ligne que telle autre ligne. Donc il y a des nouveaux critères vraiment dans la sélection des investissements, à la fois qu'on va faire rentrer, mais aussi qu'on va faire sortir dans le cas de désinvestissement. Y a-t-il encore des questions? Bon, on dirait que non, donc je pense qu'on peut réapplaudir nos intervenants.